Donc, les présentations étant faites, je vais entrer assez rapidement dans le vif du sujet. C'est-à-dire que j'ai proposé donc à Bertrand, qui a été en contact pour arriver jusqu'à vous, de travailler autour de cette question, oser l'innovation dans ces pratiques pour améliorer la qualité de l'apprentissage des étudiants, et puis essayer de se questionner sur le pourquoi. Enfin, déjà des éléments de réponse ont été apportés avant moi, et puis un peu le comment, quoi. Donc voilà, je parle, enfin, je pense que c'est important, au-delà de ce qui a déjà été dit de moi, c'est-à-dire que je suis une enseignante comme vous, voilà, dans l'université de Rennes 2. Donc je parle d'abord en tant que chercheuse au CREAD, en m'appuyant sur des recherches que je fais sur la pédagogie universitaire, sur les postures professionnelles, mais aussi donc en tant qu'enseignante, donc investie dans un master professionnel, stratégie d'ingénierie de formation d'adultes, dans des formations que je suis en train d'essayer de monter avec le Québec pour les enseignants du supérieur, particulièrement. Donc des questions partagées, des questions aussi je parle aussi à partir des questions pratiques que je me pose, et enrichie alors de la réflexion que je peux avoir dans le cadre de la MINES, dans lequel je suis toujours investie, et puis aussi nouvellement dans le cadre de l'AIPU, l'Association internationale de pédagogie universitaire, qui en France vient de se recomposer en tant que section, et dont je suis la vice-présidente, avec la présidente étant Joëlle Demougeot, qui est le Bel, et qui est responsable du Centre d'innovation pédagogique à l'Université de Bourgogne. Donc, je pense que voilà, je dis ça aussi pour que vous repériez des ressources possibles donc à partir de ces nouvelles instances qui se créent en France autour de la pédagogie, et puis aussi l'association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, où je travaille plus particulièrement sur la formation, et où j'ai proposé de travailler sur la formation des enseignants, puisque, bon, comme ça a été dit, cette question de la formation en France, elle est émergente et en train de se développer. Donc tout ce que vous faites s'inscrit parfaitement dans cette ligne de travail fortement sollicitée. Alors je le disais, donc cette question, enfin, ces questions que j'ai proposé de travailler, elles vont guider un peu toute mon intervention. C'est-à-dire que ce que je pense, on parle d'innovation. Bon, la première chose probablement, c'est de préciser les mots. C'est quoi l'innovation? C'est pas propre au champ de l'éducation. Ça a été utilisé dans bien d'autres milieux, notamment l'industrie, l'économie, bien avant que ce soit dans le champ social. Donc c'est important de repérer, sans aller trop loin, mais au moins repérer d'où ça vient. Mettre en relation l'innovation avec la pédagogie universitaire, donc définir ce qu'est la pédagogie universitaire. Et puis, en questionner le pourquoi. Donc, beaucoup d'éléments ont déjà été apportés, et donc je ferai assez vite, mais c'est pour moi important de mettre en relation cette question avec l'évolution du paysage international, les instances européennes, les politiques ministérielles et autres. Et puis, terminer mon intervention sur une plus large part, probablement, sur le comment, sur quels outils on a à notre disposition pour faire évoluer des projets d'innovation tels que ceux que vous avez nommés, tels que ceux sur lesquels je travaille, tels que ceux sur lesquels d'autres personnes travaillent. Alors, je sais que j'ai une marge de temps assez importante. N'hésitez pas à m'interpeller, parce que je pense que je sais des choses sur ces deux thématiques, innovation et pédagogie, parce que je les travaille, mais vous les travaillez tout autant que moi, donc n'hésitez pas à intervenir ou à me faire préciser des choses, parce que quelquefois je peux penser que ça va de soi, alors que ça n'est peut-être pas le cas. Alors, donc j'ai dit, mon premier point sera de définir l'innovation d'une manière générale, et puis le mettre en relation avec la pédagogie.
L'innovation, elle fait partie d'un champ de mots, et ils ne sont certainement pas tous apparents sur ma diapositive, mais l'idée était de dire que l'innovation, c'est à considérer avec d'autres mots que l'on emploie fréquemment dans nos vocabulaires, des transformations, des révolutions, des changements, ça a à voir avec la créativité, la création, donc c'est important de préciser innovation, c'est quoi par rapport à tous ces mots-là. Et pour ce faire, alors, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité des définitions. J'ai essayé, comme je dis, à partir de l'expérience que j'ai, des questions que je me pose en tant qu'enseignante et en tant que chercheur, j'ai essayé de sélectionner ce qui aujourd'hui, moi et aider mes collègues à avancer. Et ce que je perçois dans le milieu de la recherche que je fréquente, c'est que Huberman, qui est un ancien auteur, auteur 1973, c'est l'écrit sur lequel je m'appuie, est en train, je pense, de revenir assez fortement dans notre paysage de sciences humaines et sociales, et donc c'est intéressant de le considérer. Et la première définition que je proposerai sera de lui. Donc pour lui, une innovation, c'est une amélioration, donc un mot fort, une amélioration, c'est mesurable, donc aussi on aura sans doute des questions. Occasion d'en parler dans la journée, parce que peut-être ça peut être dit en introduction, on a bien dit le cadre que l'on vous offre, mais l'innovation, pour que ça vive, ça demande un minimum de cadrage, d'évaluation, de définition de critères. Donc, une amélioration mesurable, délibérée, durable, donc une innovation, si possible, c'est pas fait pour ne vivre qu'une année, quelquefois ce sera le cas, mais dans ces cas-là on en fera l'analyse et puis on en tirera conséquence pour rebondir sur de nouvelles innovations, mais bon, a priori c'est plutôt quelque chose de durable et quelque chose qui marque, qui n'est pas forcément de l'ordinaire, qui se reproduit fréquemment. Donc ça c'est Huberman, bien sûr, qui dit ça. L'innovation, c'est une opération dont l'objectif est de faire installer, accepter, utiliser un changement donné. Donc là les mots du président et de ses collègues disent bien ce positionnement que l'on fait de l'innovation dans votre université, une innovation pour favoriser un changement appelé par la société, l'évolution des étudiants, etc., du monde économique. Une innovation, ça doit durer, donc être largement utilisé, pas perdre ses caractères initiaux, et donc ça, je le répéterai souvent par rapport aux définitions, si je les ai choisies, c'est parce que je pense qu'elles nous interpellent dans ce que l'on a à mettre en place en termes de conduite du projet d'innovation. Pour que ce soit durable, il y a un certain nombre de conditions à réunir, et ça fera partie des réflexions que vous aurez à avoir. Pour que ce soit utilisé largement, c'est-à-dire vous aurez aussi à réfléchir sur l'avancée du projet, bien sûr, mais aussi la manière dont vous allez mobiliser des enseignants qui sont peut-être en plus grande distance que vous, moteurs de ce projet d'innovation, et puis sans perdre le caractère initial, puisque c'est un projet qui va vivre sur, là on a évoqué des projets à 1 an, mais bon, très souvent ce sont des projets qui vont se prolonger dans le temps, donc c'est extrêmement important d'être vigilant au caractère premier, les objectifs que l'on poursuit, et à se donner les moyens de les maintenir, même si en fil du temps on rencontre un certain nombre de contraintes, d'obstacles, etc. Alors, je vais rassurer-vous, je vais en donner quelques-unes. Ma volonté aussi en proposant des définitions différentes, c'est à la fois montrer que c'est une notion qui est travaillée, vous donner des repères et puis voilà, vous prenez ceux qui vous parlent le plus, et puis vous montrer les points communs qu'il y a entre ces différentes définitions qui disent un peu le cœur de la question. Cross, donc certains d'entre vous connaissent Françoise Cross, c'est quelqu'un qui a travaillé l'innovation en relation avec l'éducation. Et elle dit l'innovation, ça résulte d'une intention, ça met en œuvre une des actions visant à changer, modifier quelque chose. Donc c'est un état, c'est une situation, c'est une pratique, des méthodes, un fonctionnement, et ça c'est pas fait comme ça, c'est pas une idée en l'air, c'est fait à partir d'un diagnostic. Et la même chose, ça se fait par rapport à des objectifs. Vous voyez, on retrouve des mêmes éléments forts qui constituent la définition que l'on va retrouver quand j'ai précisé innovation pédagogique. Ce que je pense important aussi à mentionner, c'est
c'est un peu d'où ça vient, quoi. Et là, c'est dans la note de synthèse qu'a réalisé Croce que j'ai trouvé ça. C'est-à-dire aujourd'hui, l'innovation, ça a plutôt un caractère positif. Il y a une certaine injonction à innover, et puis c'est plutôt in, quoi. C'est plutôt quelqu'un qui innove est plutôt vu du côté positif. Mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. C'est-à-dire que si on monte à l'histoire, c'est un mot en recherche travaillé depuis peu de temps, mais par contre en usage depuis de nombreuses années, au XIIIe, au moins au XVIIe siècle, puisqu'on retrouve des mentions dans les dictionnaires de 1700, et qui disent combien il est dangereux d'innover, quoi. Et je pense que c'est... Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces points-là, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir dans le paysage, parce que probablement que dans certains cas, ça marque encore un peu nos contextes de travail. Il y a quelque chose de dérangeant, de dangereux dans l'innovation, même si aujourd'hui, même si on le présente sous un autre aspect, et l'autre aspect d'ailleurs fort connoté d'injonction est aussi interrogé, et on va le faire dans la partie qui va suivre. Ce que je pense aussi, là je n'entrerai pas dans tous les détails, mais quand on regarde une notion de plus près, c'est toujours intéressant de voir par quoi elle est alimentée, quel type de réflexion elle est alimentée. Aujourd'hui on parle d'innovation, et aujourd'hui vous l'aborderez essentiellement dans le champ de l'éducation et de la formation. Mais c'est une réflexion en termes de recherche qui est alimentée fortement par la sociologie, par les travaux de Crozier, de Saint-Saulieu, fortement influencé par ce qui est de l'anthropologie des usages techniques, Latour et Calon, qui sont des auteurs que, suivant les disciplines dans lesquelles vous travaillez, vous connaissez très certainement. Et puis l'économie politique, Schumpeter, il y a une dimension économique, on va le voir, qui sous-tend quand même cette notion d'innovation à laquelle on nous invite fortement. Donc c'est important de voir que sous innovation, il y a un peu tout cet arrière-décor. Et l'éducation le prend à son compte, mais emprunt aussi de ses influences très certainement. Alors, par rapport à l'innovation, avant de détailler peut-être plus précisément ce qu'est l'innovation pédagogique, je pense qu'il est important de repérer que dans l'usage social d'innovation, donc d'une manière générale, quand on parle d'innovation, très souvent, on parle objet, produit, quoi. Et là, donc l'auteur en question, Diaz, évoque différents produits, l'ordinateur, le camembert en tube, enfin des choses. On fixe sur l'objet qui est produit, c'est important, bien sûr, c'est important pour comprendre, mais en fait, c'est au détriment du processus qui a inscrit ces produits, qui les a fait naître, qui les a inscrits dans le tissu social. Et donc, dans les travaux que vous allez conduire dans les années à venir autour de l'innovation, c'est vraiment une invitation à ne pas uniquement focaliser sur l'objet, notamment technique, que vous allez utiliser. C'est dans plus d'un cas, la plateforme, les boîtiers clickers, les tablettes, etc. Bien sûr que ce sont des objets qui vont faciliter l'innovation dans vos pratiques d'enseignement, mais ce n'est pas ça l'important, c'est d'où ça vient, à quoi ça sert, au service de quoi, quelle plus-value, etc. Donc c'est vraiment tout ce procès, comment ça essaime, comment ça profite au milieu dans lequel vous l'insérez, et comment ça essaime dans les équipes d'enseignants qui vous entourent, comment ça influe la vie de l'établissement. Donc c'est vraiment une question je pense important quand on travaille sur l'innovation, s'intéresser à la manière dont ça pénètre le tissu social et ça ancre et ça modifie le tissu social. Alors, toujours dans ma préoccupation de rassembler des éléments qui caractérisent l'innovation, et là toujours donc en prenant appui sur Croce, qui est pour moi quelqu'un d'inspirant par rapport à cette action. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'agir innovationnel, donc je ne développerai pas trop sur cette dimension-là, mais je veux dire, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui vraiment, dans notre champ, a des idées à nous apporter pour développer l'innovation. Donc, parmi les nombreuses définitions qu'elle a elle aussi étudiées, elle reprend donc cette idée de nouveauté, et
pour dire aussi, c'est souvent une question en débat, c'est-à-dire que est-ce qu'une innovation, est-ce que la reprise d'une idée développée dans une autre université, par exemple, est-ce que ça va être une innovation dans votre université? Bon, j'ai envie de dire, enfin, sur la base des définitions sur lesquelles je m'appuie, j'ai envie de dire oui, puis on verra tout à l'heure que des auteurs comme Albero vont dans ce sens-là. En fait, une innovation, ça a du sens dans le contexte dans lequel ça s'implante, quoi. Ça peut être utilisé ailleurs, mais dans la mesure où on focalise sur le processus d'installation, d'intégration de l'innovation, si c'est nouveau pour résoudre un problème, une question que vous posez, c'est innovant, on peut considérer que c'est innovant. Et je pense que dans la sélection des projets qui sera faite, ce sera une question qui sera certainement à prendre en compte. Une innovation, c'est pas qu'une idée, quoi. Je pense qu'on a tous plein d'idées en tête, plein d'idées qui seront autrement, mais si on en reste à ce stade de l'idée, on ne peut pas parler d'innovation. C'est une innovation, ça s'accompagne d'un plan d'action, d'un plan très concret. Et là aussi, je pense que c'est ce qui... Bon, j'ai bien entendu qu'il y avait dans un premier temps un appel à des lettres d'intention. C'est une première chose. Probablement qu'on va vous demander de préciser par la suite comment vous allez vous y prendre pour dérouler dans votre composant, dans votre diplôme, dans votre équipe pédagogique, etc. cette innovation pour laquelle vous candidatez. C'est ce qui fait aussi la différence probablement avec un certain nombre d'autres mots que j'ai affichés. Dans l'innovation, il y a une volonté forte d'amélioration. On est dans une volonté de transformer, certes, mais apporter de la plus-value. Alors évidemment, tout ça est bien subjectif, mais néanmoins, en termes d'intention, c'est très présent. Et puis, bon, la référence au processus de l'innovation sur lequel je ne reviens pas, puisque j'ai un peu développé. Alors, quand on s'intéresse à l'innovation, notamment en éducation pédagogique, on est très vite confronté à cette association ou dichotomie entre innovation pédagogique, innovation numérique, innovation avec l'usage des technologies. Et c'est important de regarder un peu en face et puis on regarde du monde dans lequel on vit, des contraintes et locales et institutionnelles qui nous sont imposées. Si je dis ça, c'est parce que très vite, si on veut avancer dans le champ du développement de l'innovation, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées à déconstruire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est numérique que c'est innovant, quoi. Ça, c'est très... Enfin, on pourrait d'ailleurs allonger la liste des idées comme ça, des idées un peu reçues, une innovation pédagogique. C'est pas nécessairement lié à l'usage des technologies. Il peut y avoir de très beaux projets d'innovation pédagogique qui ne prendraient pas appui sur le numérique. Alors quand je dis ça, je suis un peu embarrassée aussi parce que en même temps, ça fait tellement partie de la boîte à outils, de la boîte de ressources d'un formateur et d'un enseignant qu'un projet innovant de grande ampleur, il serait dommage qu'il n'intègre pas le numérique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Je pense que cette idée-là, c'est dire, c'est pas le cœur de l'innovation n'est pas dans le technique, elle est bien dans la réflexion pédagogique qui entoure la mise en place d'un dispositif qui va utiliser le numérique. Donc la pédagogie n'est pas... Alors ça c'est donc Albero c'est la co-directrice pour l'instant du laboratoire auquel j'appartiens, avec qui je travaille beaucoup et j'échange beaucoup sur ces questions-là, et qui a écrit d'ailleurs un livre avec Robin et puis je l'ai dans ma vie, avec deux autres personnes sur la petite fabrique de l'innovation, qui s'est intéressée au profil des innovateurs. Alors, j'évoque Albero pour reprendre une de ses phrases. La pédagogie n'est pas l'innovation technique ne recouvre pas l'innovation pédagogique. On peut avoir, et ça, on voit même dans des projets pédagogiques, une innovation importante sur l'usage technique. S'il n'y a pas la réflexion pédagogique associée, on ne peut pas retenir ça, de mon point de vue, comme une pédagogie, le champ de pédagogie innovante. Et puis une autre idée aussi importante,
c'est que innover, ça ne suppose pas de tout oublier de l'existant. C'est pas forcément faire que du neuf, quoi. Et Ricoeur nous invite même à faire d'autant plus attention à ce travers-là, qu'il dit l'innovation, en fait, ça naît de la tradition. C'est-à-dire que même si on va travailler sur des éléments nouveaux qui vont changer les situations, ça n'a de sens, et là aussi ça fera prendre partie des critères qui guideront les sélections des projets, ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans l'histoire du dispositif dans lequel vous travaillez, de la composante, etc. C'est-à-dire si ça prend en compte les traditions de manière à... Parce que si on veut qu'une innovation perdure, bien sûr qu'il faut des éléments moteurs, mais il faut aussi que ces éléments moteurs ils puissent entraîner le reste des personnes, et donc c'est un moyen de le faire. Tout changement, une autre idée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on change des choses dans un dispositif de formation qu'on est forcément au cœur de l'innovation, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc bien réfléchir aux mots que l'on utilise. Donc ça c'est un peu pour caractériser l'innovation en général. Si on devait plus particulièrement caractériser l'innovation pédagogique, je vais passer vite parce que ça reprend des idées déjà dites. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur le milieu scolaire dit en fait toutes les actions qui modifient les usages pédagogiques ou des enseignants ou des élèves, puisque c'est en secondaire des étudiants, peut être considérée comme innovation à un certain nombre de conditions. C'est du sens. Donc ça, je pense que vous le comprenez bien, que c'est à condition que ce soit utile, utilisable, accessible par l'environnement, et puis que c'est une réelle valeur ajoutée. Donc des éléments qui croisent les définitions de l'innovation prises dans leur sens générique. Pour caractériser aussi l'innovation pédagogique, j'ai envie de vous proposer un extrait d'un écrit de Jour Albero, Linard et Robin, voilà, donc je cherchais tout à l'heure. Les actions dites innovantes, elles ne sont pas innovantes en soi, quoi. Il n'y a rien d'innovant en soi, et en fait tout n'a de sens que par rapport au contexte. C'est pour ça que même dans ce que moi je peux échanger avec vous, ça s'appuie sur mon expérience, sur ce que je connais du contexte, mais je veux dire que le travail il est réellement à faire par vous. Parmi tout ce que je dis, oui, ça a du sens pour moi, pour nous, dans le contexte de l'université, dans le contexte du paysage régional, etc. Donc les actions, aucune action n'est innovante en soi, c'est bien par rapport à un contexte, donc celui de l'université, celui du temps, à une époque, et puis disciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez travailler sur un certain nombre de projets innovants qui, dans 4-5 ans, vont passer dans le domaine commun, quoi, dans l'action ordinaire. Et ça, c'est important à souligner, parce que c'est pas... quand on est investi dans une équipe qui travaille sur une innovation, j'ai dit c'est un côté positif, on est un peu mis, vous allez être sélectionné par rapport à des projets, donc un peu mis en valeur. Donc c'est pas toujours évident de travailler dans cette perspective d'être acteur dans un projet valorisé, qui ensuite va passer dans le domaine ordinaire de la vie. Il y a tout un travail à faire sur soi, un travail à faire avec les équipes pour que cette évolution puisse se faire. Et puis bon, c'est propre à chaque discipline, c'est-à-dire que ce qui va se faire des actions innovantes en médecine qui n'auront aucun sens, aucune pertinence dans l'histoire, en droit, etc. Mais ça, je pense que vous voyez bien. L'innovation, ça doit répondre à des besoins institutionnels repérés comme tels par l'institution, mais aussi à des buts et des préoccupations déterminées par les enseignants à partir de connaissances du terrain, local, national. Donc c'est vraiment à la rencontre pour que ça dure et que ça produise son effet de valeur ajoutée dans l'institution. C'est vraiment à la rencontre, c'est pas parce que la gouvernance vous encourage tout particulièrement à créer des projets innovants que c'est pas la seule raison pour y aller. Il faut que ce soit la rencontre de votre projet personnel, votre projet d'équipe, avec cette impulsion institutionnelle. Et c'est à la croisée de ces deux rencontres que le projet d'innovation va pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Est-ce que ça...
Oui, ça va, vous pouvez tout à fait intervenir hein, ou ne pas être d'accord avec moi, le voir différemment, ça, je l'entendrai tout à fait et ce serait normal parce que, bon, d'une part, c'est pas un champ très travaillé et puis je pense qu'il n'y a pas, dans la mesure où tout est, enfin, l'innovation est contextuelle, tout est entendable à partir du moment où il est ramené au contexte d'où on parle. Alors j'ai dit, donc voilà, l'innovation d'une manière générale, et nous on parle ici d'innovation pédagogique. Donc je pense que naturellement, il faut quand même se mettre aussi au point sur c'est quoi pour nous la pédagogie. Pour pouvoir avancer, puis travailler toute la journée ensemble. Alors pour certains, ça va être sans doute érudite, peut-être des choses déjà... quand on dit pédagogie, d'une manière générale, c'est très travaillé dans le milieu scolaire, c'est travaillé en milieu scolaire, très travaillé en formation d'adultes. Ça l'était beaucoup moins, notamment en France, hein, dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, on peut pour l'instant s'appuyer sur le schéma qui a été proposé par De Ketel, qui est un enseignant belge, qui a fait un rassemblement de travaux sur la pédagogie universitaire dans différents pays, et puis qui nous propose un schéma, je dirais, aussi simple et aussi complexe que celui que vous voyez affiché. Donc la pédagogie universitaire, c'est quoi? C'est tout, c'est tout simplement tout ce qui s'intéresse aux activités pédagogiques, donc l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre, et la relation entre les deux. Donc situé selon deux axes, hein, un axe diachronique et puis synchronique, donc, qui va, c'est l'activité d'enseigner et apprendre, elle ne peut se comprendre que si on la positionne dans un continuum qui va du programme, quels objectifs, quelle vision d'insertion par rapport à la formation qu'on met en place, et puis quelle évaluation. Donc c'est cette ligne du bas là, que l'on va observer, analyser, étudier, considérer les activités pédagogiques, enseigner à apprendre, et on verra après, quand j'aborderai la question du comment précisément la qualité de l'apprentissage des étudiants est bien dépendante de la manière dont on pense la qualité de son geste d'enseignement. C'est bien une articulation entre les deux qui est en question. Alors, le tout, bien évidemment, à resituer dans le paysage plus global, qui a été décrit en partie en introduction de la journée, c'est-à-dire en fait à resituer par rapport à tous les facteurs externes, à la politique au niveau national. Tout à l'heure, on voyait, avant de commencer la séance, les préoccupations pour la révision des formations en licence, donc avec des lignes de travail qui nous viennent du ministère. Donc c'est bien tout ça. C'est bien comme ça qu'il faut le dire, c'est qu'on ne pense pas son acte d'enseignement uniquement dans sa salle de cours, quoi. Il est bien imprégné de toutes ces orientations qui nous sont données, alors du niveau national, du niveau européen aussi. En France, quelquefois, on a un petit peu tendance à mettre de côté, plus que d'autres pays, pour avoir des échanges justement dans le cadre de l'Association internationale de pédagogie universitaire avec d'autres acteurs investis en enseignement. Je réalise que, oui, c'est ça, en France, on est un peu à tort, on met assez facilement de côté ce qui vient de l'Europe, alors que c'est très déterminant par rapport à ce qui nous arrive, et on verra tout à l'heure, quand je parlais de l'approche programme, comment ça impacte ce que l'on fait. Donc, des facteurs externes, le contexte académique qui vous est propre, par rapport à vos disciplines, sur lequel je laisse chacun imaginer ce que ça représente. Et puis le contexte de l'étudiant, quoi. De plus en plus, quand on pense l'acte d'enseigner et d'apprendre en coordination, de manière conjointe. Et là aussi, l'usage du numérique accélère un peu ce raisonnement-là. On a à prendre en compte
évidemment la situation de classe, c'est-à-dire que la situation, ce qui se passe en amphi, quand vous intervenez en amphi ou dans une salle de... Mais bien au-delà, quoi. C'est aussi la situation d'étudiants, l'étudiant qui travaille, l'étudiant qui a un environnement propice ou non à son apprentissage en dehors de l'université. C'est cet ensemble-là qui est étudié, pris en compte quand on parle de pédagogie universitaire. Donc voilà, globalement, je vais un peu vite, mais globalement, Jean-Marie de Quetel, s'appuyant sur d'autres travaux et puis sur son expérience, puisque c'est un professeur qui a fini sa carrière et qui a beaucoup travaillé sur ce champ-là, je pense que quand on a rassemblé tous ces éléments, on a vraiment tout en main pour réfléchir la pédagogie universitaire. Et donc, champ nouveau aussi dans notre paysage français. Alors la pédagogie universitaire, donc je l'ai déjà dit, ça a une relation assez forte avec l'innovation et de plus en plus autour du numérique et à partir d'un lien, un lien positif entre les deux, qui implicitement s'installe, mais c'est pas si automatique. Et cette montée en puissance de l'innovation, elle a à nous interroger, je pense que c'est l'objet de la journée de travail, donc je pense qu'on pourra peut-être y revenir en conclusion, mais c'est important de voir qu'on est dans quelque chose de très moteur, incitateur, avec néanmoins la prise en compte d'un grand nombre de contraintes. Alors, de pédagogie universitaire, innovation, on peut arriver à questionner donc, ce qu'est la pédagogie innovante. Donc moi, je vois deux effets assez importants qui participent à mettre sur le devant de la scène des questions d'éducation aujourd'hui. C'est l'inspiration d'autres pays. Enfin, je pense que dans le cadre de vos recherches ou de vos partenariats de formation, vous devez être plus d'une fois en relation avec d'autres pays. En ce qui concerne la pédagogie, quand on voit ce qui se passe en Belgique, en Suisse, au Québec, on voit comment ces pays-là se sont plus vite que nous posé la question de l'importance de la construction de la qualité des situations d'apprentissage, de la remise en question de leur positionnement d'enseignants dans ces situations-là. Alors pourquoi ? Parce que leurs pays ils sont différemment de nous heurtés, bouleversés par les lignes qui viennent de l'Europe et puis par des mesures qui sont prises dans leurs universités. Ce sont des pays, par exemple, où l'évaluation des enseignants se fait sur leur mission d'enseignement, ce qui n'est pas notre cas en France. C'est bien que, en tant qu'enseignant-chercheur, on est évalué que sur ce que l'on fait pour l'instant, que sur ce que l'on fait sur la recherche. Mais ça fait partie des choses qui probablement sont en train de bouger. Donc si aujourd'hui la pédagogie universitaire prend beaucoup de place, c'est un peu sous l'impulsion, l'inspiration des pays voisins, d'où une invitation dans les travaux que vous allez faire, à aller, je laisserai dans le diaporama, puis quelques adresses, aller voir ce qui se passe à l'université de Sherbrooke, l'université de Mons, l'université de Louvain-la-Neuve, etc., voir ce qui se fait en matière d'innovation et pédagogie universitaire. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'apport de la recherche. Pendant longtemps, on s'est peut-être moins posé de questions sur ce qu'était apprendre à l'université. Aujourd'hui, on dispose et on connaît mieux les travaux sur l'apprentissage. Il reste encore beaucoup à découvrir, puisque ça bouge beaucoup. Et les travaux dans lesquels vous allez vous investir peuvent être un bon moyen, bien sûr, de développer l'action formation, mais, je l'espère pour vous, la recherche, et si vous réussissez à articuler formation et recherche, je pense que ce sera intéressant. Ce sera intéressant parce que ça donnera de l'ampleur à votre projet, que de cette manière, vous apporterez, à partir de votre innovation contextuelle, vous apporterez des éléments de connaissance
à ce champ de la pédagogie qui demande encore beaucoup de travaux. Et puis que, ce faisant, vous allez vous inscrire dans ce que j'amorce un petit peu à demi-mot, disons que vous positionnez dans un certain développement professionnel, quoi. Et là aussi, pour s'inspirer d'autres pays, développement professionnel des enseignants, ça a été évoqué, des plans de formation pour les enseignants, mais quels plans de formation pour les enseignants ? Peut-être des plans, justement, qui associent l'action et la recherche. Et je les réévoquerai en fin d'intervention. Par exemple, les Québécois sont très en avance sur ce développement qu'ils ramènent des États-Unis, on peut le dire comme ça rapidement, sur le Scholarship of Teaching and Learning, donc qui est une démarche qui assure le développement professionnel des enseignants en les conduisant de praticiens réflexifs, donc réflexion sur sa pratique. Vous êtes investi dans un projet d'innovation, vous réfléchissez sur la manière dont vous allez monter sur ce que ça produit. Donc c'est une étape, et puis vous communiquez sur, et puis vous faites de la recherche sur la manière dont vous évoluez dans ce dispositif. Donc, ça s'appelle le SOTL plus communément. Alors, là aussi, c'est pour ça que les travaux qui sont conduits en France sont appelés, je pense, à articuler des travaux de recherche sur les actions de formation qui sont développées, parce que c'est pas parce que le Québec, qui est fortement influencé par les pays nord-américains, développe le SOTL, qu'il faut qu'on copie-colle cette mesure-là. Par contre, c'est une interpellation à réfléchir. Qu'est-ce qui va nous convenir à nous, quoi ? Et les projets d'innovation tels que ceux que vous envisagez de mettre en place peuvent participer, de mon point de vue, largement à apporter de la connaissance et puis à dire ce qui sera le plus adapté à notre contexte, votre contexte local et notre contexte national. Des réactions, non. Je continue. Alors, voilà, oui, c'est ça. Après avoir donné un aperçu se mettre au point ensemble sur c'est quoi l'innovation pédagogique, rapportée, resituée dans le champ de la pédagogie universitaire, avec ses incidences sur l'évolution de notre développement professionnel, à grands traits, tout ça bien sûr. Peut-être aborder une partie de ma question, mais une partie des questions, mais très rapidement, parce que ça a déjà été fait, le pourquoi, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est embarqué dans ce mouvement de incitation forte à l'innovation. Alors je vais aller vite parce que beaucoup de choses ont été dites avant moi. C'est évident que ça correspond à une évolution du paysage universitaire, donc la massification, l'évolution, on n'est plus là que pour enseigner. On a aussi charge de se préoccuper de l'insertion professionnelle des jeunes. L'université a de plus en plus à accueillir des personnes qui, dans le cadre d'un processus de formation tout au long de la vie, reviennent se former à l'université, donc des publics très particuliers qui bouleversent nos manières de travailler, qui posent des questions, si on veut, pour eux, penser la meilleure situation d'apprentissage qui soit en tenant compte de leur contexte, forcément on ne peut plus s'en tenir à une relation telle que celle que j'ai, de frontale, de transmission d'informations. Il y a d'autres choses à inventer, donc tous ces éléments-là, mais ça, c'est le président et le vice-président ont déjà insisté là-dessus. Pas nier non plus cette dimension d'inscription dans un monde concurrentiel, quoi. On en parle peut-être
enfin, on le devine, mais on en parle peu. Je pense qu'il faut pouvoir aussi en parler assez ouvertement. C'est-à-dire que le numérique, d'ailleurs, participe largement à ce mouvement-là, et on le voit bien quand on fréquente des partenaires d'autres pays. Et vous avez dû faire des études sur d'où viennent vos étudiants et peut-être croiser des études qui disent où vont les étudiants de votre région. Enfin, pour l'avoir fait en Bretagne, on est parfois surpris de voir combien de jeunes en fait s'en vont, pas toujours physiquement d'ailleurs, en fait s'en vont pour un certain nombre physiquement, mais pour un certain nombre restent en Bretagne, ils suivent à distance des formations d'universités canadiennes, notamment belges, enfin bon, tous ces pays qui sont un petit peu plus avancés que nous en matière de pédagogie, pour la raison qu'ils offrent des formations à distance, et puis que c'est une raison, mais pas la seule, de plus en plus, parce que les étudiants sont aussi des consommateurs, sont aussi des usagers, certes, mais aussi un peu des clients, et ont des comportements, on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que c'est quand même une réalité, et ont tendance à privilégier des approches qui, pédagogiquement, leur parlent plus que celles qu'on peut leur proposer en France. Et ça, je le verrai, dans le master stratégie ingénierie formation d'adultes dans lequel je travaille plus particulièrement, depuis quelques années, 2 ans en fait, ça en pointe. Je suis particulièrement sensible évidemment à ce phénomène-là, mais ce type de comportement des jeunes qui vont chercher ailleurs en fait, qu'ils ont à leur portée, mais pour les raisons que la forme pédagogique ne leur convient pas. Donc ça interpelle un peu. Donc, dire qu'on est vraiment, c'est ça, non, l'autonomie des universités, en plus, a particulièrement souligné, accentué ce phénomène-là. On est à la fois, on est quand même dans un paysage concurrentiel. Alors, il ne s'agit pas de, si je dis ça, c'est pas pour que chacun lève ses murs et puis travaille dans sa tour d'ivoire, mais bien au contraire, c'est une invitation à penser des partenariats et à penser la transformation de la manière dont on intervient avec les enseignants et dont on se rend visible à l'international. Donc l'innovation, elle est sollicitée par tous ces changements du paysage universitaire, par ces changements du public, ça a été évoqué. Et puis, elle est sollicitée aussi par deux choses qui peut-être n'ont pas été énoncées, puisque ce n'était pas le lieu, par la conception de la société. L'Europe, d'ailleurs, parle beaucoup de la construction de la société de la connaissance. Le savoir est accessible, alors il y a deux points autour du savoir. Le savoir est accessible et à portée de tous, le savoir. La connaissance est autre chose, mais le savoir est accessible. Donc c'est une chose qui bouleverse nos manières de faire, notamment nos manières transmissibles. À quoi bon donner de l'information, exposer de l'information que n'importe quel étudiant peut aussi bien que moi trouver sur le web, etc., ou ailleurs. Donc c'est une question. Et puis une question aussi que j'ai entendue récemment de Marcel Lebrun, donc l'Université de Louvain, la semaine dernière, qui m'a fait réfléchir, qui disait le savoir ne se construit pas de la même façon. Alors, bon, je pense que c'est à moduler suivant les disciplines dont on parle, mais le savoir ne se construit pas de la même façon, et aujourd'hui, le savoir se construit socialement. Et il disait ça dans une perspective de... on ne découvre pas des choses comme ça, un peu hors sol. C'est vraiment le savoir est une construction sociale à laquelle les étudiants peuvent participer. Donc, vous voyez, une invitation du coup à entrer dans une relation collaborative, de co-construction, avec des étudiants qui ont de plus en plus leur place d'acteurs dans les projets que l'on va mettre en place et dans la construction des situations d'apprentissage et d'enseignement que l'on montre. Bon, donc je vous laisse imaginer ce que ça bouscule. Alors je ne détaillerai pas, mais je ne ferai pas de long développement sur les MOOC, mais les MOOC sont un phénomène, les Massive Open New Course sont un phénomène de cette transformation du savoir.
en penser ce qu'on veut. C'est un fait dans le champ de l'éducation et de la formation qui ne peut pas nous laisser indifférents et qui ne peut pas être sans nous poser des questions sur la manière dont on se positionne par rapport aux MOOC, dans la manière dont on les intègre dans nos dispositifs ou dont on les rejette avec argument. Mais ce qui est sûr, c'est que ça correspond à une autre forme de construction, d'apprentissage et de développement du savoir. Bon, l'éclairage de la recherche, il ne revient pas. Tout ça nous amenant à penser des dispositifs plus efficaces, plus adaptés aux besoins sociaux, et puis plus en correspondance avec la manière dont on connaît les conditions d'appropriation du savoir et dont se construit le savoir. Et puis un autre élément, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger et qui est important quand on parle d'innovation, et qui fait partie des défis, des enjeux, quoi. Je pense que quand on choisit le métier d'enseignant-chercheur, donc avec une dimension enseignement, et qu'on y reste, c'est parce qu'on aime ce métier. Donc il y a aussi un vrai souci. Je pense que dans le pourquoi on est amené à s'engager dans le processus d'innovation, il y a aussi à ne pas négliger le projet personnel que l'on a d'améliorer ses pratiques, dans un souci d'être plus efficace pour que des étudiants apprennent. Donc, je trouve quelquefois on l'oublie un peu, alors finalement c'est quand même un élément moteur, quoi. Le plaisir de bien exercer son métier et donc le besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être appuyé pour que ce plaisir-là puisse prendre aussi toute sa dimension et qu'on n'arrive pas à des situations, et dans certaines universités, c'est le cas, des universités où les enseignants sont en souffrance parce que prenant conscience qu'ils n'ont pas les moyens de répondre à la demande, ou ils ne sont plus en phase avec les situations d'enseignement et d'apprentissage qu'ils vivent avec les étudiants. Et donc pour pallier ça, je pense que les projets innovants sont particulièrement importants et bienvenus dans les institutions. Alors, donc j'insisterai, oui, innover pour relever les défis, toujours dans cette partie du pourquoi. Dans ma diapositive précédente, j'ai hésité à enlever celle-là, mais bon, finalement, je l'ai quand même laissée, parce que dans ma diapositive précédente, j'ai évoqué l'évolution de la société de la connaissance, et c'est comme ça que souvent c'est présenté dans les textes. Mais en même temps, c'est l'évolution de la société de la connaissance, mais c'est aussi l'économie de la connaissance. Et là, toujours pareil, l'innovation, ça a deux faces, quoi. Une face très positive, puis quand même, en arrière-plan, toujours un certain nombre de questions, et je pense que là, il faut les regarder. Et je les ai repris parce que j'ai récemment repéré que justement nos collègues québécois ont sorti un numéro spécial dans la revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, et Denis Bédard, qui est à l'université de Sherbrooke, reprend bien ce mot-là, l'économie de la connaissance. Ça veut dire qu'on est dans un processus d'innovation, bien sûr, et moi je mettrai toujours en avant la plus-value pédagogique. Néanmoins, on est embarqué dans un processus, un projet qui a aussi des visées économiques. Et donc c'est important, sans en faire un frein, c'est quelque chose qui est important. Donc on participe, en développant l'innovation, on participe à développer l'économie du pays. Et donc voilà, un élément à prendre en compte dans nos réflexions, dont on pourra aussi reparler, si vous en avez bien. Alors, ce que je dis là, le balayement des enjeux, il s'appuie sur des textes très concrets, certains ont été évoqués avant moi, et qu'il est intéressant d'ailleurs de lire quelquefois attentivement, quoi. C'est vrai qu'on est quand même, toute notre action quotidienne, elle est cadrée par un certain nombre de textes, tout ce qui est Horizon 2020, qui donc vient de la Commission européenne, et qui réfléchit et qui met en avant l'innovation pour améliorer les pratiques, pour arriver à une situation d'excellence en Europe. Vous voyez, ça dépasse bien largement notre petit hexagone, mais on est embarqué, quand on est vos projets d'innovation,
en quelque sorte, ils vont être un petit élément de cette appellation, de cette interpellation plus globale au niveau de l'Europe, à faire de l'Europe un pays qui participe au développement d'économies de la connaissance pour se positionner par rapport aux autres pays plus importants, et puis se positionner, se mettre en visibilité. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Bien évidemment, au niveau national, et ça a été évoqué, la loi d'orientation, qui un peu passe, peut-être passe trop rapidement sous silence, mais qui est en train d'expliquer tout ce qui nous arrive. On évoquait les transformations là, par rapport aux licences, il y a eu les masters précédemment, et puis il y aura d'autres transformations. Je trouve que c'est intéressant de les lire plus précisément, parce que la loi d'orientation, elle dit expressément que l'innovation va être appelée et observée dans les universités. Alors, je pense que le ministère est en train d'y travailler. Ça se traduit notamment dans le texte sur l'accréditation. Les établissements vont être accrédités sur la base de l'examen d'un certain nombre d'indicateurs auxquels on est peu habitué. Il y a toujours des indicateurs quand il y a les expertises contrats dans les établissements. Il y avait déjà un certain nombre d'indicateurs, mais finalement assez peu sur les pédagogiques. Il y avait des indicateurs sur le repérage des équipements, etc., les taux d'insertion. Mais ce que je vois, moi, se dessiner, c'est que cette loi d'orientation, elle nous amène des précisions sur les mesures d'accréditation. Les mesures d'accréditation, à ma connaissance, elles vont nous demander d'avoir des raisonnements équipe pédagogique, de rendre compte sur la manière dont on définit les objectifs des propositions que l'on met en place et la manière dont on les évalue et dont on tient les conseils de perfectionnement, etc., etc., ce qui, à ma connaissance, en tout cas dans l'université à laquelle j'appartiens, n'est pas encore si fréquent que ça. Je veux dire, dans les masters professionnels, on commence à les faire vivre, mais globalement, je veux dire que ça n'était pas aussi formalisé. Donc on arrive à une formalisation et donc l'innovation fait partie, elle est mentionnée dans les critères d'accréditation comme un élément tout particulièrement important à prendre en compte. Dans les textes aussi les textes ou les grandes mesures qui peuvent nous guider sur la manière dont on va mettre en place les innovations locales, je pense que c'est intéressant, mais vous êtes bien placé puisque j'ai compris que vous étiez dans un projet IDEFI, les projets d'innovation, les initiatives d'excellence en formation innovante. Il y en a quand même un certain nombre en France qui sont en train de se développer, qui ont été largement financés, que l'on connaît très ponctuellement, mais qui mériteraient d'être regardés de plus près, de manière à ce que ce qui s'y passe soit source d'inspiration pour vos projets, quoi. Et là, je pense, j'ose espérer que dans la déclinaison de la loi d'orientation, des mesures puissent se mettre en place pour qu'il y ait une meilleure connaissance de ces projets et puis peut-être un rappel pour ces projets qui ont été largement financés à ce qu'ils capitalisent des informations sur la manière dont ils font, sur les écueils qu'ils rencontrent, de manière à ce que vous qui allez vous engager dans les actions d'innovation et d'autres ne refont pas en permanence le même chemin, les mêmes et butent dans les mêmes écueils. Et puis lors du projet de site, donc, qui vous a été rappelé, du projet de site et d'établissement, qui correspond à ce que vous a dit le président en introduction. Ça va toujours, vous voulez pas... Oui. Donc en fait, j'ai 1, 2, 3, j'en suis près au grand milieu de mon parcours. On est toujours... Est-ce qu'il faut... oui, c'est ça, est-ce qu'il faut y aller, quoi? Est-ce qu'il faut oser y aller compte tenu de ces précisions sur ce qu'est l'innovation, compte tenu du contexte dans lequel ça nous embarque, de cette dichotomie innovation versus amélioration pédagogique, mais aussi inscription dans un monde un peu, dans un côté dérangeant, participation à une dimension économique.
et participation à l'excellence pédagogique, est-ce qu'on maintient notre position? On peut dire oui. Et puis, je vais avancer pour essayer de dire, si on dit, dans ce contexte-là, avec la connaissance que l'on a, je choisis de m'investir, mais comment, quoi, pour conduire donc entrer dans une partie cette fois un peu plus peut-être outil, on va dire outillé pour réfléchir, pas outil spécialement immédiatement utilisable, mais outil pour faire avancer le processus d'innovation. Je vais proposer des choses que moi, j'utilise ou que je vais utiliser, parce que ça a été aussi l'occasion de travailler sur cette question-là, pour avancer dans cette démarche d'innovation à laquelle on est fortement invité. Et alors des outils qui vont être à la fois de réflexion sur la situation d'apprentissage, vous l'avez bien compris, c'est donc l'innovation pédagogique, et elle interpelle tout particulièrement la manière dont on conçoit, dont on scénarise la situation d'apprentissage. Des outils pour penser aussi caractériser les dispositifs dans lesquels ces situations d'apprentissage sont à placer. Et puis la manière dont si on s'engage dans un processus d'innovation, dont on conduit son projet d'innovation. Donc quelques outils, qui prétendent pas non plus là l'exhaustivité, mais qui peuvent nous inspirer, vous inspirer, nous inspirer. Alors en sachant que je ne vais pas entrer dans tous les détails, il faudrait pratiquement appliquer chaque diapo à un projet particulier, mais comme je le fais dans l'intention de aussi vous les laisser pour les retravailler par rapport au projet. Alors, ce que j'ai repéré là tout récemment dans ma lecture de ce numéro spécial là, de la Revue internationale de pédagogie, mais qui n'est pas nouveau, puisque vous voyez bien, ça date de 2005. C'est un rassemblement, c'est Bédard et puis son équipe, donc Bédard Sherbrooke, Université de Sherbrooke, vous l'avez compris, des personnes avec qui je garde le contact, parce que sur le champ de la pédagogie, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, qui ont fait en fait un recensement, eux, de différents travaux de recherche. Et comme je disais, c'est toujours important pour moi d'articuler l'action à la recherche, et donc ça concrétise aussi ma pensée sur cette question-là. À partir d'études qu'ils ont fait sur différents travaux de recherche, dont vous avez les noms d'auteurs, en fait, ils ont repéré au moins 6 caractéristiques d'un contexte novateur. C'est-à-dire que pour penser, mettre en place un contexte innovateur dans la formation, dans l'éducation, un des premiers éléments que la littérature scientifique dans le champ de l'éducation met en avant, c'est penser un enseignement centré sur l'étudiant. À la fois ça va de soi, mais concrètement intellectuellement ça va de soi, mais concrètement ça va pas toujours de soi, parce que ça veut dire quoi après en termes de mise en œuvre. On va voir quelques outils plus particuliers. Donc un enseignement centré sur l'étudiant, une formation axée sur la professionnalisation, quand on est interpellé par la préoccupation, insertion sociale des étudiants. Donc qu'est-ce qu'on fait en termes de dans les formations professionnelles, je pense qu'assez naturellement ça se met en place, mais dans les formations générales, on est aussi interpellé par la mission d'insertion. Donc qu'est-ce que l'on met en place comme proposition, comme activité d'enseignement, de travail, d'apprentissage pour les étudiants, pour que, même en licence générale, il y ait une visée de professionnalisation pour les étudiants, ou une amorce de professionnalisation. Un caractère aussi qui va participer à l'innovation des situations, ça va être la réduction des cloisonnements. C'est-à-dire que plus c'est une invitation, on reverra je pense un peu plus loin,
une invitation à communiquer en interdiscipline. Quand au début j'évoquais une des caractéristiques d'une innovation, c'est quelque chose qui a du sens, quoi. Et pour trouver du sens, on voit bien du sens en relation avec un projet, par exemple, de professionnalisation. Il y a tout un travail par l'enseignant à faire pour que ce qu'il apprend dans une discipline soit mis en relation avec une autre. Donc un travail, ça appelle un travail d'équipe, un travail pluridisciplinaire entre les différents responsables d'unités d'enseignement d'une même formation. Donc une formation, donc une réduction du cloisonnement disciplinaire, on ne raisonne plus seulement en lettres, histoire, mathématiques, appropriation des usages du numérique, non, on raisonne plus en interaction entre les différentes disciplines. Et du coup, on va voir tout à l'heure, ça va appeler des méthodes comme la méthode des cas, la méthode de travail par projet, etc. Une autre caractéristique des contextes novateurs, alors je ne donne pas les auteurs, vous les aurez après, si vraiment vous vouliez aller creuser ces points-là, c'est la cohérence de l'évaluation des apprentissages avec l'esprit d'innovation. C'est-à-dire que, s'engager dans un projet de pédagogie innovante, c'est inévitablement questionner les modes d'évaluation. Si on veut être en cohérence avec tous les principes qui caractérisent l'innovation, je pense que nos modes de voir sur table, en fin de parcours, sur une question unique, voire deux questions, est probablement à réinterroger. Probablement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas sa place, mais elle a sa place avec d'autres modes d'évaluation, du suivi, de l'accompagnement en cours de route, très probablement. L'accent curriculaire, donc dirigé vers le transfert des apprentissages, je reviendrai quand je vais aborder l'approche programme. Et puis la présence de la collégialité entre enseignants. Alors, on voit bien que c'est très teinté de culture québécoise, parce que collégialité, on en parle, mais pas sous cette forme-là, enfin, c'est-à-dire travail d'équipe, quoi. Et du coup, partage du travail d'équipe, enfin, je pense que c'est ce dont vous vous engagez, quand on entend la proposition qui vous est faite de tendre vos services pour travailler dans des projets innovants. Je pense que c'est vers ça que l'on vous invite à aller, donc plus de partage de vos savoir-faire pédagogiques inévitablement, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à des niveaux d'innovation intéressants. Alors j'ai dit oui, je passe comme ça en revue, ça veut dire, alors je ne vais pas, évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour travailler, mais j'ai des potentiels pour l'innovation, c'est-à-dire je ne peux pas dire, mon propos n'est pas de dire ça c'est bien pour l'innovation. C'est en fait tout a un sens en fonction du contexte, mais mon idée c'est de dire bien au-delà des méthodes classiques que l'on utilise, penser qu'il existe un grand nombre de potentiels en termes de ressources et de méthodes de travail, l'approche programme sur laquelle je vais revenir, parce que là aussi on commence à en parler en France, mais assez timidement, la culture de l'évaluation, l'apprentissage situé qui va insérer dans l'étudiant dans des communautés, inciter à travailler en réseau, deux fois, tellement c'est important. Qui va aussi, des potentiels pour l'innovation, c'est aussi des réflexions, je vais donner quelques éléments pour le travailler, sur la posture d'enseignant, parce que même si mon propos est de dire que l'innovation, elle vise d'abord l'amélioration de la qualité des situations d'apprentissage, mais pour qu'il y ait qualité des situations d'apprentissage, la posture de l'enseignant est forcément interpellée. Une mobilisation de l'étudiant beaucoup plus que ce que l'on sait faire, là aussi, inspiré par les autres pays. Je crois que intellectuellement, on est bien d'accord pour dire que l'étudiant est important, mais si on regarde ce qu'on fait dans nos pratiques, il est quand même dans une autre relation, comme on dit, la co-construction, la co-élaboration du savoir avec l'étudiant, sa participation aux instances, à nos équipes pédagogiques pour le montage des dispositifs innovants ou pas. D'ailleurs, elle devrait être, s'il est réellement acteur, elle pourrait être naturelle. On n'en est pas encore là, mais il y a probablement à explorer. Et aussi parce que les étudiants, je pense, le demandent, et puis c'est une façon de développer d'autres compétences citoyennes, actives, etc. chez eux. Des
potentiel pour l'innovation et l'ouverture au monde de manière générale, l'articulation de l'action et la recherche, ça vous avez dû comprendre que pour moi c'était quelque chose d'important. Alors, je vais faire un petit zoom quoi, parmi tous ces potentiels, il faudrait pouvoir les travailler à fond presque, et ça fera l'objet peut-être de vos temps de formation enseignant ou échange de pratiques entre enseignants. Mais faire un zoom un peu sur l'approche par compétence, parce que je sens aussi, dans ma pratique, je sens que c'est mon temps. Enfin, mon temps, oui. Je sais là aussi d'autres pays, en Belgique, Suisse, pour eux, ça va de soi quand ils parlent d'approche programme, comme si tout le monde connaissait, savait ce dont on parlait. Ce n'est pas toujours le cas. Et en France, pas vraiment. Mais c'est en train d'évoluer. Je vois bien la demande qu'il y a parmi les enseignants que je rencontre de plus d'informations là-dessus. Et je pense qu'il y a un ouvrage, l'ouvrage de Préjean, qui sont de faire de publicité. Il y en a d'autres, au moins pas celui-là, qui en fait est assez accompagnateur dans la manière dont on peut monter une approche programme. Mais c'est pas une approche programme, en fait, je dirais rien d'autre qu'un dispositif très bien pensé pédagogiquement qui va aligner les objectifs à l'évaluation dans une perspective d'insertion et qui va raisonner en termes de compétences à développer et non pas, comme on le fait encore assez souvent, en termes de contenu, quoi. En fait, quand on propose nos cours, dans le meilleur des cas, quand on affiche ce qu'on fait, assez souvent on a tendance à mettre une série de thématiques que l'on va aborder. Bon, mais une approche programme, c'est autre chose, quoi. C'est un vrai raisonnement donc, qui va afficher des objectifs pédagogiques, des objectifs de formation, des objectifs d'insertion, et qui va expliquer les méthodes qui vont en permanence être choisies pour arriver à l'atteinte de ces objectifs. Donc vraiment tout un travail. Et là aussi, si j'en parle, c'est parce que personnellement, dans ma pratique, je le sens devenir de plus en plus important, et puis que je vais essayer de le faire vivre là où je travaille. Et puis aussi parce que je perçois, de par le travail que je fais à la mission numérique, que ça va être dans les critères d'accréditation. En fait, ce qu'on va nous attendre de nous, c'est à donner à voir cet aperçu de la mise en perspective. Donc une approche très globale et qui, comme vous l'imaginez bien, va redéfinir la manière de travailler entre enseignants et étudiants. Alors, là je vous laisserai, si vous êtes intéressé, aller voir dans cet ouvrage, mais ce qui concrétise bien ce que je viens de dire, qui est une différence assez fondamentale, quoi, du coup, dans nos manières de travailler entre une approche cours. Voilà, je fais un cours, je suis responsable d'une unité d'enseignement, donc j'assure mon cours par rapport à un programme que je me suis fixé, et donc où je travaille essentiellement en individuel, alors que l'approche programme va me demander vraiment d'avoir une organisation collective, c'est-à-dire que en fait, c'est en équipe pédagogique que l'on va définir les compétences visées et que l'on va en rendre compte. La mise en place, je ne sais pas où vous en êtes dans votre université, mais l'appel à mettre en place des conseils de perfectionnement, en fait, s'inscrit dans cette perspective-là, quoi. Et on voit bien combien c'est pas si naturel que ça, qu'il faut vraiment faire l'effort. En même temps, quand on y est, pour avoir fait l'expérience une année, donc deuxième année, c'est assez fabuleux, quoi, c'est assez fabuleux d'échanges possibles entre collègues, de mise en relation de ce qu'on fait, d'occasion de pointer qu'on fait des choses quelquefois en parallèle, qu'en fait dans l'ensemble de ce que l'on fait, il y a des trous, et du coup c'est fabuleux de voir comment, si on se met autour d'une table pour parler de tout ça, comment on peut améliorer la qualité de l'apprentissage des étudiants. Et quand je disais des étudiants vont ailleurs sans vouloir trop s'impressionner, mais vont ailleurs chercher d'autres façons d'apprendre. Pour certains, c'est autour de questions comme ça, notamment des personnes qui ont une réflexion sur la manière dont ils veulent apprendre, vont chercher dans d'autres pays ce qu'en France, pour l'instant, sauf quelques exceptions, on ne fait probablement pas assez. Donc du coup, on est vraiment dans le cadre d'un projet de formation partagée, et puis dans un pilotage participatif. Et ce en quoi je disais,
quand on fait un conseil de perfectionnement, on peut tout à fait raisonner aussi avec les étudiants. Bon, ce qui n'est pas encore bien dans nos habitudes, mais à terme, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être potentielles pour l'innovation. Alors, toujours potentiel pour l'innovation, mais rapidement, oui, nommer aussi des méthodes, quoi, puisqu'on dit qu'il va falloir un peu quitter cette appréhension essentiellement transmissive. Alors, non pas, je ne dis pas qu'on est essentiellement sur ce mode-là, mais c'est quand même notre mode dominant. Et pour s'intéresser à bien d'autres possibilités, notamment l'apprentissage par problème. J'ai mis quelques adresses où on peut trouver les choses. Alors, suivant les disciplines, c'est plus ou moins approprié, hein, bien sûr, mais la méthode des cas, la démarche e-portfolio aussi, que vous pratiquez peut-être, ou portfolio tout simplement, sans être i, mais aujourd'hui, si elle est i, ça peut avoir quelques avantages, et qui va permettre justement, pour moi, pour l'utiliser dans le master dont j'ai parlé, et dans lequel je fais une grande partie de mon enseignement, pour moi, c'est vraiment un support extrêmement... C'est une démarche, c'est pas pour moi, c'est pas un outil, il y a un outil derrière, mais c'est plus une démarche qu'un outil, et c'est une démarche qui signifie vraiment cette possibilité pour l'étudiant de prendre en main son parcours et d'en rendre compte sous une forme qu'il choisit, évidemment, dans un certain nombre de cadres imposés. Mais par exemple, dans ce que je fais, je travaille beaucoup sur l'exploitation, puisque c'est un diplôme en alternance, donc l'exploitation de la situation de stage. Et le portfolio, le e-portfolio me permet d'être en relation avec le tuteur qui est sur le lieu de stage, l'étudiant et moi. Ce qui fait que, par rapport à ce que je faisais avant, ça a été vraiment l'instrument pour, je dirais, concrétiser, officialiser, donner du sens à cette relation que l'on veut plus importante entre le monde de l'entreprise, le monde de l'association au travail, l'étudiant et l'université. Théoriquement, intellectuellement, on a toujours mis ça sur les papiers, mais concrètement, on faisait une réunion, au mieux une réunion avec les tuteurs en début d'année, et puis après, des appels téléphoniques. Mais alors que là, en fait, à la visite qui se fait sur place, s'ajoute cette communication qui valorise aussi le travail qui est fait sur le terrain et qui le met, via le portfolio, un peu à égalité d'importance. Moi, je le dis comme ça, égalité d'importance, entre les apports théoriques, plus centrés théoriques que l'on peut faire à l'université, et les apports venant d'expérience, et charge à l'étudiant, avec notre accompagnement, d'articuler tout ça pour rendre compte en fin d'année d'un document qui va être précisément l'analyse de cette articulation. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Dans son portfolio, il y a des quantités d'autres choses, quoi, hein, puisque le portfolio, c'est aussi un carnet de bord, mais c'est une démarche qui va l'amener à exploiter ce qu'il fait dans le champ de l'alternance, et donc pour moi prend sens par rapport à ce que j'évoquais dans l'alignement des objectifs affichés à la perspective de professionnalisation. C'est un outil qui prend complètement son sens. Mais vous êtes, je verrai, je suis très curieuse de voir cet après-midi les différentes expériences que vous allez évoquer, parce que je pense que vous en avez un grand nombre en complément qui sont des potentiels pour l'innovation. Moi, je vais quand même nommer ce que je vais. La classe inversée, dont vous avez sûrement tous entendu parler, et notamment beaucoup par Marcel Lebrun. Il n'est pas le seul, mais enfin, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont un peu participé à faire monter cette idée. Et là, je dirais que ça aussi, c'est typiquement, quand j'évoquais l'innovation, ça peut se faire avec le numérique, mais c'est typiquement le genre de méthode pédagogique qui peut se faire sans numérique. Parce que c'est quoi la classe inversée ? C'est rapidement dit, puisqu'il y a différentes formes, mais c'est interpeller, donner
un certain nombre de ressources, mettre à disposition ou demander à des étudiants d'aller chercher des ressources qui ensuite seront travaillées dans le cadre du temps de présence et travailler dans un vrai débat, un vrai échange entre étudiants et enseignants, quoi. Et non plus, et ce qui va éviter, ce qui va se substituer à certains moments à la partie transmission. Alors quand je dis ça, je dis pas que la transmission est à bannir, parce que je pense que les temps de face à face, de transmission, ont à certains moments, en fonction des objectifs que l'on poursuit, toute leur raison d'être. C'est-à-dire que j'invite, quand je nomme comme ça différentes méthodes, outils, c'est pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de choses dans notre boîte à outils et que ce qui importe, c'est qu'on sache les retrouver au bon moment, en fonction de l'objectif qu'on poursuit, et qu'on sache pourquoi on choisit tel et tel outil. Ce qui suppose, en termes de compétences, quoi, et en termes de, là aussi, quand on n'a pas évoqué le plan de formation, une réflexion sur les avantages et les limites de chacun de ces outils, quoi, et les contextes auxquels qui sont le mieux adaptés. Ce qui veut dire un développement de nos compétences d'enseignants à laquelle on a été, suivant nos parcours, plus ou moins préparés. Il se trouve que j'ai un parcours en formation d'adulte préalablement qui m'aide beaucoup aujourd'hui, mais aujourd'hui un jeune enseignant n'est pas, un enseignant qui démarre dans le métier, il n'est pas forcément outillé et il n'a pas forcément à sa disposition toute cette connaissance, alors que c'est ça qu'on lui demande, qu'on lui demande aujourd'hui, qu'on va lui demander, de savoir choisir dans sa boîte à outils les outils les plus appropriés. Donc les formations hybrides, je dirais quelques mots du projet ISUP dans lequel j'ai travaillé tout à l'heure, donc hybride qui alterne les temps de présence-distance, toute l'introduction des jeux sérieux dans les apprentissages, dans les amphis interactifs, l'apprentissage nomade, MOOC, j'aurais pu mettre point, parce qu'il y en a bien d'autres. Donc tout ça, ce sont d'autres façons de travailler dans la situation d'enseignement en vue d'élargir la panoplie des opportunités pour apprendre des étudiants, en sachant que nos étudiants sont d'une grande variété de profils. On va voir que ça peut être aussi important d'être outillé pour repérer leurs profils et de les raisonner par rapport aux nôtres. Alors, sans vous assommer trop, encore des leviers. Marianne Poumet, vous avez peut-être entendu parler d'elle, quelqu'un qui est à l'Université de Liège, qui travaille beaucoup aussi sur la pédagogie, la formation des enseignants. Donc un peu la même chose, quoi. Elle repère là, dans une des premières diapositives qui était sous ma question pourquoi. J'avais quelque chose de Bédard qui apparaît 6 critères. Là, c'est une autre approche, mais peut-être un peu plus au niveau micro. Marianne Poumet, plus préoccupée de la situation micro. Donc pour améliorer la qualité de l'apprentissage, elle fait un repérage. Alors à partir ce qui est intéressant, c'est que elle est responsable, ou elle était responsable d'un centre de formation d'enseignants. Donc elle a fait un repérage à partir de ce qui était des travaux que rendaient les enseignants dans le cadre de la formation continue, et puis des référents théoriques sur lesquels ils s'appuyaient. Donc c'est ce que vous avez à l'extrémité de la colonne. Et elle dit aussi, elle repère l'alignement pédagogique, qui n'est pas un terme qui commence à entrer dans notre vocabulaire, mais qu'on n'employait pas beaucoup en France, mais qui dit bien ce que ça veut dire, qui dit bien une préoccupation de mettre en perspective de l'objectif à l'évaluation et de chercher la cohérence entre les objectifs, les méthodes choisies et les moyens d'évaluation dans une perspective d'identification des compétences qui seront développées. Donc par rapport à ça, elle nomme Bix, qui est aussi un auteur qui a
important à approfondir, mais je crois comprendre que vous aurez un temps de travail avec Denis Berthiaume, c'est ça? Donc c'est pour ça que je ne vais pas, sur toute la partie développement de la situation d'apprentissage, en fait, il aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Je pense qu'il approfondira tout particulièrement ces points-là. Rendre l'étudiant actif, augmenter la valeur des activités aux yeux de l'étudiant, ça aussi c'est important que les étudiants, on disait, donner du sens. Une situation innovante, c'est une situation qui donne du sens. Quelquefois, on peut se re-questionner sur ce que l'on sait du sens que donnent les étudiants à ce qu'on leur propose. Et donc il y a tout un travail important à faire. Augmenter leur sentiment de maîtrise, oui, c'est ça, donner à l'étudiant davantage de contrôle. Vous voyez, beaucoup de choses qui vont, quel que soit, là aussi c'est un peu comme mon projet par rapport à l'innovation, des auteurs différents, et il en est d'autres, hein, ce sont ceux que moi j'ai sélectionnés dans ceux sur lesquels je m'appuie, qui en fait, avec des regards différents, prenant appui sur des recherches ou des études différentes, nous amènent à pointer les essentiels de la démarche d'innovation. Alors, un point sur ça aussi dont vous avez peut-être entendu parler, qui entre aussi dans notre vocabulaire, qu'il était, en tout cas, qui était même en formation des adultes il y a quelques années, qui ne faisait pas partie du mien et qui, moi, m'a intéressé, c'est cette différence entre les niveaux d'apprentissage en surface et en profondeur. C'est pas très compliqué, mais néanmoins, c'est extrêmement utile de le réfléchir parce que voilà, ça va nous guider dans la manière dont on va scénariser les situations. C'est-à-dire que c'est pas la peine, si on a des objectifs de simple information des étudiants, on a à réfléchir à des moyens qui vont être en cohérence avec cet objectif. Et c'est pas la peine de leur demander de rendre des travaux extrêmement complexes, alors que ça sera le cas si on veut leur permettre d'atteindre l'apprentissage en profondeur. Les manières les activités à leur proposer seront par exemple des activités projets, des mises en relation un peu sur le style de ce que je disais, l'articulation entre la théorie et la pratique. Donc, et ça, je dirais que c'est d'autant plus important pour nous à repérer, puis important, je dirais, aussi peut-être à travailler avec les étudiants, quoi. Je pense que dans dans un grand nombre de situations, beaucoup d'étudiants sont dans justement des apprentissages court terme, c'est-à-dire en fait qui révisent, ils accumulent, ils révisent à la dernière minute, ils sont vraiment dans du très court terme, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes lignes d'objectifs que nous, enseignants, qui avons plutôt la perspective de les faire apprendre en profondeur. C'est-à-dire que pouvoir parler de ça avec les étudiants, et donc mais pour pouvoir en parler, il faut soi-même être un petit peu, documenté et avoir quelques arguments. Et pour avoir, de mon point de vue, des arguments, il s'appuie sur la pratique, mais il s'appuie aussi beaucoup sur la de recherche. Donc, si j'en parle, c'est parce que ça fait partie des choses qu'il est important pour nous d'approfondir, pour avoir des arguments, des éléments à discuter aussi avec les étudiants, quoi. Et du coup, on peut entrer plus facilement dans un dialogue de compréhension, parce qu'ils sont acteurs, ils sont apprenants. On est enseignant, donc on a une certaine mission, mais pour que la qualité de l'apprentissage, elle passe aussi par l'intercompréhension. C'est-à-dire que l'étudiant, il a aussi à comprendre les intentions de l'enseignant, un minimum, je pense, pour qu'on soit sur un bon terrain de collaboration. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que parmi les modèles, des modèles d'apprentissage, il y en a des quantités. Là, j'ai mis dans mon diaporama celui qui a été beaucoup travaillé, qu'on trouve dans un grand nombre d'ouvrages de Marcel Lebrun, mais qui dit sous une autre forme les mêmes choses, quoi. L'apprentissage, les activités d'apprentissage, elles sont faites de mise à disposition d'informations en vue d'une production, tout ça étant soutenu par un groupe, par un entretien de la motivation. Donc ça, pour ceux qui sont intéressés, donc les mêmes choses, donc des facteurs d'apprentissage. Je voudrais garder un temps pour échanger aussi avec vous. Pour passer alors
donc ce que je viens d'évoquer, là, c'est beaucoup des outils ou des pistes, des grilles d'analyse, plus que des outils d'ailleurs, des grilles d'analyse pour orienter les situations d'apprentissage que l'on a à construire quand on est préoccupé d'enseignement. Et j'ai un peu pointé peut-être l'importance de mieux connaître les étudiants, que les étudiants nous connaissent mieux dans nos intentions d'enseignement, et mieux connaître les étudiants, ben là aussi, c'est, voilà, ça passe, enfin, je pense qu'on le fera d'autant plus facilement qu'on sera outillé, je crois que c'est le mot qui convient. Et dans ce dernier numéro de RIPES, qui était vraiment très bienvenu par rapport à ce que je voulais échanger avec vous, j'ai été un peu interpellée parce que c'est la première fois que je le voyais sous cette forme-là. J'ai l'habitude de le voir sur le questionnement sur la posture enseignant. Puis là, c'était, comment elle s'appelle, Christelle Lison et puis Denis Bédard, qui travaille ensemble à Cherbourg, qui viennent de temps en temps en France en professeur invité à l'Institut français d'éducation, et qui parlait de posture intellectuelle des étudiants. Et en s'appuyant, là, bon, pareil, sur des travaux d'auteurs que l'on connaît, je pense que l'on connaît moins dans notre réseau français, mais qui sont à considérer, notamment donc les travaux de Perry, et qui leur permettent d'identifier 4 catégories dans lesquelles se positionnent les étudiants. Et puis, bon, je crois qu'en tant qu'enseignant, on peut aussi se poser la question, donc, avec des interpellations que l'on pourrait peut-être adapter, mais une posture dualisme, donc, qui correspond à ces étudiants qui pensent qu'il n'y a qu'une seule vérité, quoi. C'est vrai que si vous êtes en face d'étudiants, si vous savez que la dominante de vos étudiants est plutôt dans cette position-là, ça va éclairer votre manière d'intervenir, votre manière de choisir vos méthodes, quoi. Peut-être que vous ne ferez pas ce que moi j'ai fait avec vous, de vous proposer comme ça tout un éventail de possibles, parce que en tout cas pas directement, parce que les étudiants sont en attente d'une ligne de travail, d'une position, et donc vous serez, si vous repérez ça de la posture de vos étudiants, donc derrière il y a des questionnements, il y a des travaux de recherche et des travaux opérationnels avec des questionnaires, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez les utiliser de cette manière-là. Vous pourrez peut-être nuancer votre manière d'intervenir, donc avoir quelque chose de plus ciblé dans un premier temps, et puis si vous pensez que, bon, comme on peut le croire, c'est peut-être un peu... Bon, notamment dans certaines disciplines, d'en rester à cette position qui laisserait croire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Si vous pensez qu'il y a une évolution à provoquer chez les étudiants, vous ferez, vous, progressivement, évoluer les activités que vous allez leur proposer, pour qu'ils arrivent à adopter une autre posture qui va être plus relativiste, quoi, où il va considérer que les vérités, elles ont un sens en fonction de certains contextes, et par rapport à certaines disciplines, mais il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités possibles, quoi, etc. Alors, un autre modèle aussi qui est je pense intéressant, que moi j'utilise en tout cas en formation avec les étudiants en alternance, c'est repérer, c'est le modèle de Kolb. Et le modèle de Kolb, alors il est intéressant à deux niveaux. Il décrit un peu la manière dont se fait l'apprentissage, et notamment en alternance, où pour qu'il y ait sens et construction de connaissances par l'étudiant, c'est important que ça s'ancre dans quelque chose de très concret, qu'à partir de ce concret soit fait une réflexion, donc une démarche un peu réflexive, qui va amener à mettre en relation l'expérience avec des éléments théoriques, donc une certaine conceptualisation, qui va être réinvestie dans une nouvelle situation, et comme ça la boucle d'avant. Mais c'est pas tellement, le modèle de Kolb, il sert souvent d'abord à ça, mais du coup il sert aussi à repérer, Kolb a fait tout un travail à repérer des styles, quoi. C'est-à-dire que on est, et nous-mêmes, les étudiants sont comme ça, mais nous également, c'est-à-dire on est
d'un style dominant, c'est-à-dire ou plus concret, ou plus réfléchi, et pouvoir apprécier le style des étudiants permettra aussi de programmer un peu nos propositions d'activité. C'est-à-dire si la dominante des étudiants est d'un style plutôt réfléchi, abstrait, bon, c'est probablement pas la peine de leur faire focaliser sur des expériences très concrètes. Donc, du coup, on les prend, on travaille à un niveau inférieur. L'essentiel, c'est que la boucle puisse quand même se faire, puisque selon Kolb, l'apprentissage en profondeur se réalise à partir du moment où on peut faire tourner l'ensemble du concret à l'abstrait, en passant par la conceptualisation, au réinvestissement dans l'expérience, etc. Bon. Modèle de Kolb, un outil, enfin une réflexion de plus qui va permettre, oui c'est ça, d'amener à une posture réflexive, donc de permettre à l'étudiant de passer du concret, de la situation très singulière qu'il vit, à quelque chose de plus général et accéder via la problématisation, donc inspirée par Fabre qui reprend Dewey, à quelque chose de plus générique et qui va mettre en sens théorie et pratique. Je me rends bien compte qu'il ferait bien plus de temps pour que on puisse entrer dans le détail. Alors, donc tout ça, donc des ressources, des méthodes, pour varier, vous l'avez compris, diversifier nos manières d'agir pédagogiquement, donc agir sur les connaissances antérieures, c'est un peu ce que je viens de dire, rendre les étudiants plus actifs, exploiter les interactions, intégrer l'évaluation des situations d'apprentissage, favoriser les transferts, soutenir le développement, la capacité réflexive. En fait, c'est un peu toutes peut-être les intentions, les objectifs qui sous-tendent une grande partie des outils que je viens de présenter. Ce qui veut dire que, par exemple, pour entraîner dans une démarche réflexive qui a une grande importance dans le processus d'apprentissage, on va avoir en préoccupation la mobilisation de différents types de savoirs, quoi. Des savoirs scientifiques, bien sûr, ce sur quoi on a probablement l'habitude de travailler à l'université, mais aussi les expériences qu'ont vécues les étudiants, ce qu'ils ont fait, et une de nos responsabilités avec eux, c'est de pouvoir les aider à créer ces liens entre leurs expériences passées, la partie plus théorique qui leur est apportée par l'université, leur savoir professionnel qui est en train de se construire ou qui se construit dans l'alternance, et puis leur valeur, quoi, qui peut être connue par l'intermédiaire d'un certain nombre des outils, des outils relatifs à la posture que j'ai évoqués. Ce qui veut bien dire que, vous devinez bien, du coup, ça modifie complètement notre manière d'enseigner, quoi, et ça nous positionne dans un grand nombre de cas, en tant qu'enseignant, certes, mais en tant que médiateur, quoi. En tant que médiateur, en tant qu'accompagnateur, avec un certain nombre de nuances, qui vont aller du coaching, donc du guidage assez auprès de l'étudiant ou des cohortes d'étudiants, qui vont être dans ce que les Québécois appellent l'échafaudage, donc un peu l'étayage, quoi, on va être laissé un peu faire et puis quand même être personne ressource. La modélisation correspond à en fait se donner un modèle, c'est-à-dire qu'on va inciter les étudiants, et c'est un peu le sens de ce que j'ai dit à un certain moment à d'autres passages de mon intervention, c'est-à-dire que par notre manière de travailler, on va donner à voir l'arrière-décor de nos intentions. Donc en fait, on va permettre à l'étudiant de réfléchir sa position d'étudiant par rapport à ce que nous, enseignants, on a comme visée dans la situation d'apprentissage, et puis retrait graduel qui va correspondre à quelque chose où on va lui laisser plus grande autonomie. Donc, tout ça à doser. Je vais dire quand même quelques mots, mais en fait je vais être plus bref, je pense que ce sera intéressant
qu'on puisse discuter. Je vais dire, parce que là j'ai évoqué la posture d'étudiant, évoquer aussi la posture d'enseignant, parce qu'elle m'importe particulièrement, parce que c'est une dimension que j'ai travaillée. Et j'ai travaillé cette question-là parce que je pense qu'on dit trop souvent l'enseignant comme si on était tous pareils. Non, de même que j'ai attiré l'attention sur la variété des étudiants, je pense qu'en tant qu'enseignant, on interviendra d'autant mieux dans la situation d'apprentissage qu'on aura une meilleure connaissance d'où on parle, à quoi on attache de l'importance, quelles sont nos intentions, quel est notre rapport au savoir. Et donc là, j'ai travaillé moi plus particulièrement avec l'outil de Pratt, donc, qui est quelqu'un qui a fait un travail important et qui propose son outil en ligne, donc vous pourrez aussi l'avoir si vous voulez le retravailler, qui permet d'identifier à partir d'un questionnement sur à quoi on croit, par rapport à l'enseignement et l'apprentissage, à quoi on croit. Et on croit vraiment pas tous aux mêmes choses, et c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas le même parcours scolaire, on n'a pas notre vie et notre éducation font qu'on est dans des positionnements différents en termes de croyances, en termes de valeurs, en termes d'intention, et que c'est important de pouvoir le repérer pour situer la posture dans laquelle on se présente et on entre en relation avec les autres, nos collègues, mais les étudiants, pour ce qui nous préoccupe ici. Il n'y a pas une bonne posture, mais on a tous une dominante. C'est-à-dire on va être plus dans une posture transmissive. C'est-à-dire on va considérer que c'est le plus important, c'est la transmission. Où on va considérer que l'apprentissage se fait dans une interaction entre l'expérience, la théorie, et donc c'est plus sur cette dimension-là que l'on va focaliser. Où on va être dans une perspective, une posture où ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont l'étudiant raisonne pour apprendre, donc son développement cognitif. Non pas qu'on néglige les autres, mais ça va être notre dominante, quoi. Et c'est évident que si on est dans cette dominante-là, mais nos situations, elles seront plus... les situations proposées aux étudiants seront plus marquées par cette posture, et donc c'est important de le repérer. Pour la raison que d'une part, c'est pas la peine de demander des évaluations sur d'autres types d'attentes aux étudiants si nous on est clairement là-dedans, et surtout dans un souci de variété, c'est comme ça que je le vois, dans un souci de panel de possibilités offertes à l'étudiant, ça incite aussi à travailler en relation, en équipe, quoi. C'est-à-dire que si dans une équipe tout le monde était sur le mode de la transmission, bien évidemment ça donne une certaine teinte au dispositif qui va être proposé. Si dans une équipe on assure une variété des postures, on agrandit ses chances de proposer des situations nouvelles, innovantes, correspondant aux différentes postures des étudiants. Donc, je vous invite puisqu'il y a l'adresse, je vous invite à aller sur le site de Pratt et puis tester votre posture, la dominante dans laquelle vous vous situez, sachant que les deux autres, sur lesquelles c'est plus la réalisation de soi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut attacher. C'est-à-dire que bien comprendre que c'est une tendance dominante, ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas exclusif. On est porteur de tout ça. Quand on est enseignant, je pense qu'on a la préoccupation de la réalisation personnelle des étudiants, mais aussi de leur acquisition de connaissances. Mais dans cet ensemble, il y a forcément une qui nous importe plus. Et c'est important de pouvoir la nommer, quoi. La repérer et la nommer. Un autre outil, aussi un questionnement, c'est Triguel et Prodier, et donc qui permet de situer plus globalement notre temps, c'est peut-être un petit peu moins fin, mais plus opérationnel, et c'est la raison pour laquelle je vais expliquer qu'on l'a utilisé dans la recherche ISUP. Donc le questionnement, il va porter aussi sur des mêmes questions, sur les intentions d'enseigner, les intentions et
représentation qu'on a de l'apprentissage, et il va permettre de nous dire si on est plus centré sur nous-mêmes en train d'enseigner, si on attache beaucoup plus d'importance, toute notre énergie va être plus sur cette dimension-là, ou plus centré sur l'étudiant en train d'apprendre. Et à titre d'exemple, on l'a utilisé dans la recherche ISUP. Donc ISUP, c'est une recherche qui a duré 3 ans avec des partenaires européens dans lequel le CREAD était, dans lequel j'étais pour le CREAD, et qui visait à analyser l'impact des dispositifs hybrides, donc alternance présence-distance pour aller très vite, sur l'apprentissage des étudiants, sur le développement professionnel des enseignants, puis sur l'organisation. Et ce qui était très frappant, c'est qu'en fait, on a vu, en utilisant cet outil donc de Proser et Trivwell, donc proposé aux enseignants qui étaient soumis à l'étude, en fait, on a pu établir une relation entre la caractéristique de leur dispositif et leur réponse à ce questionnaire. Donc, ce qui veut pour moi bien dire qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Il n'y a pas, c'est globalement les enseignants qui nous ont répondu, qui étaient dans des dispositifs très ouverts, étaient plutôt tous à dominante, centrés sur l'apprentissage, donc préoccupés de la situation de l'apprenant en train d'apprendre, plus que de l'enseignant en train d'enseigner. Sachant que, vous l'avez compris, c'est vraiment l'articulation entre les deux, mais on peut être plus porté sur l'un que sur l'autre. Alors, en même temps, voilà, ça reste encore à explorer, parce que dans notre étude, ce qui n'a pas été, ce qu'on ne sait pas dire, c'est est-ce que parce qu'on est d'un certain profil, on a été enclin, enfin ces enseignants étaient plus naturellement enclins à développer des dispositifs ouverts, ou c'est parce qu'ils ont développé des dispositifs ouverts qu'ils ont été amenés à se poser des questions et à être plus centrés sur l'apprentissage. Donc c'est une belle piste de recherche nouvelle, quoi. Mais bon, tout ça pour illustrer comment des outils qui vont nous questionner sur nos postures d'enseignants peuvent être éclairants pour une meilleure compréhension de nos fonctionnements dans les dispositifs innovants. Je regarde l'heure. Je vais peut-être, parce qu'en fait, après j'ai encore... ouais, c'est ça, j'ai un certain nombre de choses. Alors si quand même dire que sur ce dispositif, alors, puisque je disais, là, je suis dans plutôt les outils qui servent à guider la construction de la situation d'enseignement. Je pense qu'à certains moments, il importe d'avoir une vue sur le dispositif que l'on produit et attirer là aussi votre attention sur une production de cette recherche à laquelle j'ai participé et qui, sur le site donc ISUP, vous donne accès et la possibilité de caractériser vos dispositifs. C'est-à-dire, si vous êtes engagé dans des dispositifs qui mettent à distance une partie du temps de formation, il n'y a pas besoin d'être très important puisqu'il y a une caractérisation des dispositifs entre très, très ouverts, donc en type 6, à juste mettant à disposition des ressources en complément d'un cours. Vous allez avoir une base pour situer votre voilà, c'est ça, à cette adresse-là, pour situer votre dispositif. Et ça aussi, je le présente parce que ça me paraît être un élément important dans le suivi des innovations que vous allez mettre en place. À un moment, il faut bien que vous sachiez dire, pour pouvoir tirer enseignement, assurer le suivi, et vous puissiez caractériser le dispositif. Il ne s'agit pas il faudra le décrire bien sûr dans sa forme habituelle, mais aussi le caractériser en tant que ouvert, points ouverts, pour que vous puissiez l'exploiter. Donc c'est un outil qui est à votre disposition. Donc ça serait, voilà, si vous y allez, il est très court puisqu'il y a 14 questions, je crois, et qui va vous renvoyer une image comme ça, de cet ordre-là, à peu près visible, qui va vous dire comment vous vous positionnez par rapport à différents composants que cette recherche
a permis de mettre en évidence comme étant élément assurant la caractéristique d'un dispositif, donc par rapport à l'accompagnement, la manière dont ça alterne la présence à distance, les différents outils proposés, la manière dont se passent les interactions, etc. Et va vous donner en complément, là toujours dans la perspective un peu de continuer à assurer votre formation, les échanges sur vos pratiques, va vous donner des ressources, des caractéristiques, des interviews de personnes qui ont été concernées par cette recherche et qui peuvent être d'ailleurs inspirants pour faire votre propre alimentation en vidéo, si on imagine que ces parcours innovants pourraient donner lieu à une caractérisation. Et je le dis avec d'autant plus peut-être d'assurance dans mon propos, qu'il est possible que quelque chose s'inspirant de cette recherche soit proposé dans le cadre de l'accréditation comme outil facilitant la caractérisation des dispositifs. Donc, ce faisant, vous prenez un temps d'avance. Alors, je vais juste terminer. Oui, voilà, c'est ça. Donc des outils, des pistes, un potentiel d'outils, de ressources pour innover, des questionnements plus particuliers par rapport à la posture des innovateurs, des outils pour caractériser le dispositif. Je dirais, ce qui manque peut-être à notre panoplie, rapidement dit, c'est aussi un minimum de critères et d'outils pour apprécier le processus d'innovation, puisque pour ceux qui vont s'engager dedans, et pour les autres qui auront pour projet de s'engager, je renvoie aux travaux de Fulan et qui évoque au moins 4 critères et qui pourraient vous servir un peu de guidage dans la manière dont vous allez rendre compte de l'innovation que vous proposez. Et on va retrouver les mêmes éléments que ceux qui ont été nommés quand j'ai évoqué les définitions. À quel besoin ça correspond, quelle utilité, la manière dont sont positionnés les objectifs, les moyens pour réaliser l'innovation et la relation que vous savez établir entre les deux, la prise en compte de la complexité de l'environnement dans lequel ça s'intègre cette mise en œuvre, et puis l'acceptabilité de l'innovation par votre environnement pour les acteurs impliqués et puis ceux qui sont un petit peu plus... Alors, sachant que ça, c'est une grille, là aussi, il y en a d'autres, et notamment l'outil, ACOD, des choses que si vous vous intéressez à la littérature sur l'innovation, et notamment l'innovation qui intègre les technologies, vous allez croiser ces auteurs-là. Et plus précisément, De Pauver et Strebel, je pense qu'ils sont De Pauver, doit être il travaille avec Grenoble, mais je pense qu'il doit être plutôt en Belgique actuellement. Et en fait, qui tout simplement caractérise le déploiement de l'innovation par 3 phases. Le temps où vous allez être dans l'adoption de votre innovation, le temps où vous allez être dans l'implantation et le temps où vous allez être dans la routinisation. Et ça paraît très élémentaire, néanmoins, ce sont des phases qui vont être éclairantes, situer la présentation du déroulé de votre innovation. Parce que les critères que vous allez définir pour l'évaluer ne sont pas de même nature et en aucun cas on vous demande de rendre compte de la routinisation quand vous êtes dans la phase uniquement d'adoption. Et je pense que dans vos projets, vous avez tout intérêt à pouvoir bien identifier, même si c'est sur une année. Alors, sur une année, probablement, vous n'arriverez pas à la routinisation, mais il y a tout un temps où vous allez être en phase d'adoption de votre projet, et puis avant de passer à une phase plus large, en sachant que d'autres auteurs présentent d'autres phases intermédiaires, mais bon, dont je vous fais l'économie. Je pense que sur une année, vous pouvez arriver en phase d'implantation.
probablement, tout dépend de l'ampleur du projet, mais la distinction entre les deux et l'explicitation de ce que vous mettez en place pour vous situer dans l'une ou l'autre phase me paraît importante. Alors je vais passer tout ça parce que je pense que ça a moins de... Parce que je voudrais plutôt que l'on échange. Oui, c'est ça. Situer quand même, j'ai mis quelques diapos sur l'innovation. Ça se pratique pas tout seul, quoi. Et savoir repérer qu'il y a des sites sur lesquels il y a déjà des projets innovants existants. Je suis passée juste rapidement sur Télécom Bretagne, a ouvert École des Mines Télécom Bretagne a ouvert un site participatif où déjà vous trouvez des projets existants. L'Université de Sherbrooke, Expertise, a aussi ce même type de démarche, avec probablement d'ailleurs quelque chose qui pourrait peut-être vous ressembler, qui est une association de mise en visibilité de l'innovation avec une démarche d'utilisation pour la formation, ce qui pourrait être votre cas, quoi. Que tous vos projets d'innovation servent à alimenter des projets de formation pour ceux qui n'y sont pas encore, puisque vous êtes nombreux, mais pas... je sais bien que vous ne représentez pas, vous n'êtes pas représentant tous les enseignants de l'université, c'est normal. Tous ne sont pas encore prêts forcément à partir. Les innovations que vous allez mettre en place peuvent alimenter, et le projet expertise de l'Université de Sherbrooke pourrait vous inspirer. Je mentionne celui Agorasub qui est depuis longtemps depuis l'an dernier, qui est plus national et qui aussi est un site qui vise à valoriser les initiatives, qui appelle à la collaboration, en tout cas qui est autant de sources d'idées. Et puis, voilà, je veux arriver rapidement à la fin, non pas parce que je suis fatiguée, mais parce que je voudrais échanger un peu avec vous, pour dire, finalement, compte tenu de tout ce que je viens de dire, comment, par rapport à cette question posée, comment vous réagissez, quoi. Est-ce que vous y voyez plus d'avantages? Est-ce que finalement j'ai évoqué aussi beaucoup de freins limites sur lesquels je peux revenir? Comment ce que je viens de partager avec vous fait écho à ce que vous vivez déjà ou vous questionne, et je m'arrêterai là.